Il a fallu 10 ans pour que je comprenne enfin comment les kanji fonctionnaient. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 catégories de kanji qui vont vous permettre de schématiser, d'avoir une vision d'ensemble et de comprendre quand vous voyez un kanji, comment est-ce qu'il se comporte. Très souvent, quand on commence à apprendre les kanji, on nous dit un kanji symbolise quelque chose de concret dans la vie. Par exemple, vous prenez l'arbre, il va représenter un arbre. Et c'est vrai, parce qu'à la base, les êtres humains, quand ils voulaient transmettre une information, ils voyaient quelque chose de concret, ils dessinaient et puis ils le montraient à quelqu'un. Mais au bout d'un moment, il y a des concepts qu'on ne peut pas dessiner. Et donc, c'est pour ça que les kanji sont un peu compliqués. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y en a certains qui sont utilisés pour leur sens, d'autres pour leur son, et d'autres qui sont des associations de sens. Alors la première catégorie, c'est les pictogrammes. Comme je vous l'ai dit au début, on a dessiné quelque chose de concret et à force de le dessiner, il est devenu de plus en plus schématique. Donc vous prenez l'arbre, c'est devenu ce kanji qui est une sorte de tronc avec des branches à côté. Quand vous prenez l'œil, c'est une sorte de rectangle avec un carré au milieu qui représente l'œil avec sa pupille. La rivière, c'est 3 traits qui représentent le flot d'une rivière qui descend. Donc là, pour ces kanji-là, c'est à peu près 10% de la totalité des kanji. Et il faut les connaître parce que très souvent, c'est des kanji qui sont basiques. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les idéogrammes. Donc ça, c'est des kanji qui vont représenter des idées simples, mais qu'on ne peut pas voir visuellement. Par exemple, si vous parlez du haut ou du bas, vous avez une barre avec une barre perpendiculaire et un petit trait au-dessus qui montre que là, on veut parler du haut. L'inverse, ça va être une grande barre avec une petite barre en dessous qui va représenter le bas. Le centre aussi, naka en japonais, ça va être un carré avec un trait qui le transperce au milieu. Donc on voit bien que le trait transperce le milieu du carré, donc c'est le centre. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle des idéogrammes composés. Deux kanji ensemble qui vont former un sens visuellement. Donc par exemple, vous prenez le verbe se reposer, c'est un homme à côté d'un arbre. Donc un homme à côté d'un arbre qui est en train de se reposer. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre en vrai. Ou vous prenez par exemple le kanji de l'homme, otoko, c'est une rizière avec le kanji de la force. Donc parce qu'à l'époque, c'était les hommes qui travaillaient dans les rizières, puisqu'ils avaient plus de force. Vous voyez, ça c'est des kanji qui sont assez schématiques et assez faciles à retenir. Ça c'est environ 30% des kanji. Donc là vous allez me dire, attends, 10%, 30%, ça veut dire qu'il reste encore 60%. Et oui, parce que la grande majorité des kanji sont dans la quatrième catégorie, à savoir les idéophonogrammes. En fait, les idéophonogrammes, comme son nom l'indique, c'est une idée et un son. Quand on parle du son, c'est bien la prononciation sino-japonaise et pas la lecture japonaise. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo, sinon vous allez être perdu. Par exemple, vous prenez le kanji de la fleur, hana en japonais, mais là ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est la lecture chinoise, ka. Vous avez la clé de l'herbe et en dessous le kanji du changement qui se lit ka. Donc c'est pour ça que le kanji du dessous va vous permettre de comprendre le son. Si vous prenez le mot bunka par exemple, vous avez ce kanji là qui est sans la clé, qui va se lire aussi ka. Donc là ce qui a dû se passer, c'est qu'ils avaient déjà des caractères avec une certaine prononciation. Ils ont eu des nouveaux mots qui se prononçaient de la même manière, mais qui ne voulaient pas dire la même chose. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé certains caractères pour leur prononciation, et par-dessus, ils ont rajouté un petit caractère pour indiquer le sens. Vous allez me dire, mais Chabi, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on prend un caractère simplement pour son son, alors qu'il a un sens complètement différent? Ah oui, vous trouvez ça bizarre? Vous savez que notre alphabet, c'est exactement la même chose. Vous prenez la lettre A, à la base, c'est une tête de taureau, parce que la prononciation du mot taureau en phénicien se prononçait A. Et du coup, au fur et à mesure, on a viré le sens, et on a simplement gardé ce caractère pour avoir le son A. Quand vous parlez d'un avion, on n'a pas en tête un taureau avec des ailes. C'est juste pour le son. Et en chinois, c'était la même chose. Un autre exemple, vous prenez le mot ligne. Une ligne, en japonais, ça se lit sen. Par exemple, dans Shinkansen, ou Yamanote-sen, la ligne Yamanote, vous voyez que c'est la même prononciation. Vous avez la clé du fil et le caractère pour la fontaine. Vous allez me dire, un fil plus une fontaine, ça n'a rien à voir avec une ligne. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est normal. Le caractère du fil, il est là pour le sens parce qu'un fil, ça ressemble à une ligne, donc c'est logique. Et le caractère de la fontaine, il est là pour le son. En lecture chinoise, se lit sen. On le retrouve notamment dans le mot onsen, la fontaine chaude. Vous voyez que c'est la même prononciation, et pourtant le sens n'a rien à voir.
Et donc comme ça, vous avez toute une série de petites clés qui vont vous permettre de comprendre le sens des kanji. Il y a d'ailleurs 48 clés qui sont fondamentales et qui vous permettent de comprendre 75% de tous les kanji. Donc vous voyez, quand on vous parle de 2000 kanji, ça fait peur, mais si je vous dis 48 clés déjà, ça fait un peu moins peur, non? Donc comme je vous l'ai dit, il y a 4 catégories de mots, les pictogrammes pour leur sens visuel, les idéogrammes qui sont simplement une représentation abstraite de quelque chose, les idéogrammes composés qui sont deux kanji ensemble qui forment un sens, et les idéophonogrammes qui ont une partie qui sert simplement pour le son et une partie qui sert pour le sens. Voilà, donc tout ça ne vous exonère pas d'apprendre les kanji. Tout ça, c'est simplement pour vous donner une grille de lecture et une sorte de carte à travers laquelle vous allez pouvoir naviguer quand vous allez apprendre les kanji. Et vous verrez que quand vous les connaissez, ça vous servira énormément à comprendre une phrase en japonais. A la prochaine les amis et matane sur la chaîne de Shabi Sensei.